engouffré. Ils l'ont engouffré. Voilà. Alors, mais est-ce qu'à ton avis, avec cette stratégie militaro-pacifiste, parce que Zarwal, il a... D'ailleurs, c'est sans comparer, ça me rappelle une phrase très rusée, très subtile, elle est diabolique, machiavélique, d'un certain Shimon Peres. Lorsqu'il parle des Palestiniens, il dit on doit leur faire la guerre comme s'il n'y a pas de dialogue, et on doit dialoguer avec eux, c'est comme s'il n'y avait pas de guerre. C'est machiavélique, c'est intelligent. Je pense que Zarwal, d'une façon directe ou indirecte, il a décidé de... D'ailleurs, il a limité même la tauba, le repentir. Il a limité dans le temps. Et la repentance, il l'a limité dans le temps. Une déclaration farouche, une déclaration de guerre farouche, très ferme contre le terrorisme, mais une ouverture extraordinaire sur toutes les possibilités de réinsertion, de réintégration de la société, etc. Alors là, il y a une analyse à faire, un début d'analyse à faire qui me paraît être intéressante. Ça veut dire que l'armée et les services qui sont restés dans la légalité, c'est-à-dire sous le parapluie de l'armée, ont appris à mieux connaître le terrain de l'activisme islamiste. Et ils ont détecté à ce moment-là quels sont les groupes qui, pour des raisons probablement liées à ce qu'on avait dit, la sanction politique contre la politique de Chadli et même la politique de Boumediene, l'échec de différentes politiques de développement qui a abouti à une catastrophe, etc., ont fait naître cette mouvance et l'ont radicalisée jusqu'à la nécessité du recours à la prise d'armes. Ce groupe-là, je crois savoir que plus ou moins, et la suite va nous le confirmer, va être grosso modo identifié à ce qu'on avait appelé à l'époque l'armée islamique de Salut, qui était liée au front islamique de Salut. Donc on a une explication. Même si, entre parenthèses, il faudrait, du moment où nous sommes en train d'analyser, de témoigner, n'est-ce pas, nous discutons, même si Ali Belhaj, Abbasi Madani, il est leader historique du fils, dissous, n'est-ce pas, disent clairement qu'ils n'ont rien à voir avec l'AIS, qu'ils n'ont jamais eu affaire avec l'AIS, que l'AIS n'a jamais été l'affaire du fils, et que l'AIS n'est pas la création du fils, ou il n'est même pas l'armée du fils, et que c'est une création des services. Ça, c'est leur thèse. C'est leur thèse. On va peut-être la vérifier ou l'infirmer ou la confirmer plus tard. Moi, je pense qu'ils tiennent le discours logique des hommes politiques qui, sur l'arène politique et sur les devants de la scène, nient toujours qu'ils ont des bras armés. Parce que c'est illogique. Tu ne peux pas être une institution politique fonctionnant dans la société civile et instrumenter un bras armé. Donc, le nier, c'est logique. C'est tout à fait logique et de bonne guerre. Mais il faudrait à ce moment-là juger l'AIS sur ses actes, sur ses trajectoires et sur ses comportements. Jusqu'à l'annonce officielle d'une certaine trêve unilatérale. Voilà. Entre 97 et le dépôt définitif des armes en 99. Sous Zarwal. Sous Zarwal en 97. Et il dépose les armes avec l'arrivée de Bouteflika. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Là, on étudie un peu plus tard le profil d'un certain Madani Mzraq et de tous ceux qui étaient chefs ou émirs au sein de l'AIS. Mais là, c'est tout un chantier. C'est tout un chantier. Je pense que il y a l'autre groupe informel, cette nébuleuse des GIA. On en avait parlé. C'est vrai. Alors, on peut revenir grosso modo. Cette nébuleuse de GIA qui s'est transformée plus tard en JSPC. Plus tard en JSPC, en ACMIR, etc. Cette nébuleuse du GIA a voulu conserver une autonomie d'action vis-à-vis de l'armée. Elle échappe directement à l'armée et c'est ce qui fait donner raison à un certain nombre d'affirmations vraies ou fausses, je n'en sais rien, de Samarawi,
quand il dit que ce sont des créations des services. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Samraoui est allé plus loin. Samraoui dit que ces GIA et ces créations de services, comme le GIS, qui est la partie apparente et légaliste, Le GIS, voilà. le GIS, ce sont des créations de Belkhair. C'est Samraoui qui le dit. Pourquoi il l'a dit, je ne sais rien. Mais toujours est-il, il est intéressant qu'un type de service fasse de ce type de révélation. Il nous donne à comprendre qu'il y a deux mouvances, grosso modo, dans le bras armé de l'islamisme. Une mouvance qui est plus ou moins compacte, qui a une logique, et qui, à tort ou à raison, se raccroche à une institution politique existante, même si cette institution politique la renie, qui est l'AIS. L'appellation montre bien qu'elle veut se fondre dans le Fils. C'est peut-être un processus d'auto-légitimation. Mais par contre, les autres groupes, ils restent des groupes paramilitaires, des groupes sans identité, des groupes très mouvants, et ce que Samraoui appelle les escadrons de la mort. Les escadrons de la mort, c'est une histoire sinistre qui est connue mais ce qui est clair, dans l'histoire latino-américaine. Ce sont en fait des gens qui se donnent des apparences de groupes politico-militaires, mais ce sont des groupes d'assassins. D'assassins, de mercenaires au service de mafia, au service de l'étranger. Pourquoi pas, oui. Bien entendu. Non, mais juste une parenthèse sur les propos de Samraoui et de ceux qui, quelque part, enfuient les services de renseignement, qui ont quitté l'armée pour des raisons ou pour d'autres. Il est clair, sans tomber dans le piège ni de l'un ni de l'autre, que l'Algérie, dans cette période-là, elle a été entre le marteau et l'enclume. Il est clair qu'il y avait un mouvement armé de l'islamisme, qui a été alimenté aussi bien par les anciens Algériens afghans que par le discours intégriste du fils de l'époque, que maintenant, tout le monde le dit et le vérifie, le témoigne, que des infiltrations ou par ailleurs des créations pures et simples de groupuscules, de nébuleuses, d'escadrons, de je ne sais quoi, etc. Et là, je crois que la thèse la plus crédible, c'est la troisième, c'est-à-dire celle qui vient de l'extérieur de ces deux thèses, thèse officielle et thèse du fils. Je crois que la thèse la plus crédible, c'est celle qui doit les condamner tous les deux. Oui, ça on est d'accord, voilà. Bien sûr, ça c'est certain. Est-ce que j'avais envie de te relancer sur un point? Est-ce que dans l'intelligence de Zeroual, dans sa façon à lui de combattre le terrorisme, est-ce que le fait d'avoir installé à la tête des régions militaires et des structures créées pour combattre le terrorisme, est-ce que le fait d'avoir fait appel à des généraux plutôt majoritairement des anciens de l'ALN, de la guerre de libération, majoritairement des Moudjahidines, qui ont fait un parcours militaire après l'indépendance, qui sont devenus généraux, des chefs militaires, je pense à Rabih Bouraba, au général Bouraba, je pense à d'autres également, Taïb Darraji. Est-ce que ce n'était pas une façon de barrer la route au service pour ne pas manipuler, d'autant plus que nous savons que le travail qui a été fait par Rabih Bouraba, Taïb Darraji, Fodel Saidi, qui a été assassiné après, est un travail immense contre le terrorisme. Bien sûr, ça c'est sûr, c'est certain. C'est certain, mais ce sont aussi des généraux qui étaient opérationnels. C'était des hommes de terrain. C'était des hommes de terrain. Sachant que les services, ce n'est pas des hommes de terrain, c'est des gens de manipulation de l'information, de collecte d'informations. C'est très stratégique le rôle des services. Ah oui, bien sûr. Mais est-ce que c'est des hommes qui interviennent sur le terrain? Non. Non. Ce sont des hommes. Ils ne sont pas dans la confrontation directe avec les groupes armés. La confrontation directe avec les groupes armés, pendant très longtemps, ça a été d'abord les GLD,
la gendarmerie, on oublie très souvent. La garde communale La après, garde communale après. et les militaires de terrain, Et les militaires d'appui. d'appui. Ils étaient en appui. Mm. Jusqu'à Zarouel, c'était un appui. Parce qu'ils n'avaient pas d'expérience dans la guerre des guérillas, Bien du sûr, bien sûr. terrorisme. Bien sûr. Et etc. puis, il n'y avait pas des outils de contre-guérilla. L'outil de contre-guérilla, le pays n'était pas préparé à une guerre de ce type. Les outils de guérilla, contre-guérilla, c'est plutôt que l'aviation, c'est les hélicos. C'est les hélicos à détection infrarouge. Et en plus, à ce moment-là, l'Algérie tombe dans l'embargo. Comme Effectivement. par hasard. Ça Effectivement. aussi, ça fait partie. C'est peut-être la théorie du complot qui explique beaucoup de choses, mais elle fait partie de cette explication qui consiste à dire que quelque part à l'étranger, chez les marchands d'armes, il y avait une sympathie ou une volonté de laisser se développer la guérilla Oui. pour enfoncer le pays Voilà. et pour rendre le pays de plus en plus dépendant de Client. l'armement. En faire de l'Algérie un client potentiel. Obligé, qui n'a pas le choix. Qui n'a pas le choix. Qui n'a pas le choix. Dans cette stratégie d'isolement, n'est-ce pas, de l'Algérie, aussi bien sur le plan technique, c'est-à-dire et sur le plan logistique, Ouais. c'est-à-dire militaire, en termes d'armement, etc. L'Algérie était complètement isolée, et même si soi-disant amis, les amis de l'Algérie ou du régime algérien, l'avaient abandonné. Et l'Algérie... L'Algérie n'avait aucun ami à l'époque. Aucun. Non, je parle des anciens amis. Oui, Les anciens amis qui étaient là, etc. Ils l'ont complètement abandonné. L'Algérie était abandonnée dans les années 93, 94, 95, 87, 97, absolument. etc. Absolument. Donc, un embargo logistique, militaro-logistique, un embargo médiatique, parce que l'Algérie était complètement isolée également, et toutes les thèses confortaient, j'allais dire, le qui-tu-qui, etc., qui est une idée, en fait, made in Algeria. Bien sûr. C'est une idée qui est sortie des rangs de l'Algérie et des rangs du pouvoir et d'une certaine opposition, n'est-ce pas? C'est vrai. Bon, est-ce que, à ton avis, cette histoire de... Et là, on arrive au détournement de l'avion, c'était en décembre... Le 24 décembre. Le 24 décembre 1994. Est-ce que d'Air France. sur un Airbus donc d'Air France, est-ce que cette histoire rentre, à ton avis, dans cette stratégie d'isolement? La preuve, on a vu par la suite plus d'Air France, plus d'Alitalia, plus de Lufthansa, plus de compagnies étrangères en Algérie. L'Algérie circulait avec ses quelques petits avions et quelques Fokker, quelques Airbus. C'est l'expression la plus complète de ce qu'on peut appeler un embargo. Tu peux plus te déplacer. C'est-à-dire que l'Algérie n'avait pas de problème avec la communauté internationale, ni avec les Nations Unies, mais elle avait subi un embargo. Bon, raconte-nous maintenant, et là je vous invite, mes chers amis, les amis de Respublica 2, vous avez devant vous un témoin potentiel extraordinaire, Réel, non pas potentiel, un témoin extraordinaire de cette histoire du détournement. On en rigole aujourd'hui, ça nous fait mal, mais à l'époque c'était terrible pour l'Algérie, c'était terrible pour l'image de l'Algérie, pour l'économie de l'Algérie. Sénateur, tu étais à l'intérieur de l'avion, tu devais partir en France. Pour être à l'intérieur, j'ai commencé par être à l'extérieur pour y aller. Ça a commencé pratiquement dans la salle d'embarquement. Alors, je t'écoute maintenant de A à Z.